laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Et comme chaque mercredi à 19h28 sur Sud Radio, devenir plus utile, il est là. Bonsoir DJF Audebert. Bonsoir mon Philippe, bonsoir à tous. Ce soir on change nos habitudes et on quitte nos conforts personnels. Vous voyez, j'ai du mal à le quitter, hein. C'est Change Now, maintenant et tout de suite. Sinon on ne pourra pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Exactement, changer dès à présent et donner une contrepartie à notre présence. Ainsi rendre notre monde meilleur. Tiens, la définition de l'utilité que je vous rappelle chaque semaine maintenant, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Tiens, mon cher DJF, quel est le thème du jour ? Eh oui, on l'oublie trop souvent cette définition. Change Now, le thème du jour. Pourquoi est-il utile de transformer nos habitudes maintenant et tout de suite? Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Et Laurent Voulzy, il savait pas qu'il était vraiment dans le vrai. Un homme averti en vaut deux. Décuplons nos forces, abandonnons nos habitudes et agissons de suite, maintenant ou jamais, car le réveil risque d'être douloureux pour ceux qui pensent que la vague n'atteindra pas leur petit confort, leurs petites habitudes et leur résidence secondaire ou principale. Il faut que tout le monde s'y mette. Et enfin, on retrousse ses manches, les parents, les enfants, les boomers et la génération 2.0, les makers et tous les autres, car l'union fait la force et on va en avoir besoin. Plus que jamais. Alors DJF, quelles sont ce soir les questions que l'on doit se poser ? Alors juste avant qu'on vienne aux questions, je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui s'investissent et qui se bougent au quotidien dans le monde, nos invités, bien sûr, qui sont autour de la table, qu'on va présenter, mais aussi tous les autres, comme Aurélie Gros, qui a créé le G500 des citoyens, et j'étais présent à Marseille pour cette occasion. Elle lutte pour les solutions et les propositions qui viennent des citoyens, vu qu'elles ne viennent pas des politiques, donc on prend les solutions là où elles sont. Les questions que l'on doit se poser, mon cher Philippe. Allons-y. Pourquoi faut-il changer maintenant et tout de suite ? Comment changer maintenant et tout de suite et par quoi commencer ? Ou par qui, mais par quoi ? On va commencer par Santiago. On va leur présenter. N'est-il pas réellement un peu trop tard, Quelles sont nos solutions vraiment inspirantes de Change Now, celles qui donnent espoir ? Comment faire prendre conscience aux citoyens, aux citoyennes, que c'est maintenant ou tout de suite, et particulièrement à ceux qui sont dans le déni le plus total ? Et on va tenter de répondre ce soir à toutes ces questions. Il y en a beaucoup avec Santiago Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, fondateur, CEO de Change Now, le plus important événement de solutions pour la planète qui s'est tenu le mois dernier à Paris. C'était en mai. Elsa Grangier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, directrice générale d'Ashoka France, qui regroupe la plus importante communauté d'acteurs de changement au monde, présente depuis 40 ans dans 93 pays. Voilà. Et puis Claire Pétro qui est avec nous. Bonsoir à vous, Claire. Bonsoir. Créatrice, présidente des Pépites Vertes et cofondatrice du groupe Sciences Po pour la transition. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Santiago Lefebvre, à tout bien, tout honneur, on va commencer par vous, mais après on posera la question à nos chers autres invités. Pourquoi faut-il changer maintenant ? Pourquoi avoir créé ce sommet planétaire, Change Now, qui m'a impressionné ? Moi j'y étais, c'est impressionnant. L'organisation, les invités, c'est quelque chose d'assez fou. Alors, pareil, moi j'ai eu un moment où forcément j'ai dû passer à l'action. J'ai eu une première partie de carrière, j'ai fait une école de commerce, je suis allé en finance dans une banque, je suis devenu entrepreneur de la tech, j'ai continué des études et au bout d'un moment je me suis dit ok, tout ce que j'ai fait a de la valeur, mais en même temps j'aimerais le mettre au service de quelque chose sur lequel je serais fier à la fin de ma vie. Il y avait toujours cette question-là de moi ma vie... à quoi elle va servir in fine. Être fier de son parcours. C'est ça, et ça coïncidait avec pas mal de choses, puisque en 2015, au moment où j'avais tous ces questionnements-là, il y avait le film Demain qui est sorti, il y avait la COP 21 à Paris, à laquelle j'ai eu l'occasion d'aller. Donc beaucoup de choses qui ont pas mal fait cogiter, et le fait de se dire justement là il est temps pour tout le monde de passer à l'action, pas seulement on va dire, il y avait à ce moment-là au moment de la COP les citoyens d'un côté, les gouvernements de l'autre, et en même temps on voyait pas beaucoup les entrepreneurs, les entreprises, le secteur privé qui agissait encore à ce moment-là. Et on s'est dit c'est là qu'il faut qu'on aille tous, et donc créons ce grand événement mondial, le plus grand événement mondial aujourd'hui des solutions pour la planète. Oui, mais alors entre le vouloir et puis arriver à monter en quelques années le plus grand sommet de solutions pour la planète, comment on fait alors ?
On rassemble avant tout. Ouais. C'est tout d'abord une question de rassembler. Moi, c'est vrai que j'ai démarré, je ne connaissais mais personne dans ce secteur de l'environnement, de l'écologie, du social. Personne non plus dans le monde de l'événementiel. Mais j'avais cette idée chevillée au corps que c'était vraiment le temps où il fallait passer à l'action et faire quelque chose. Et donc, tout simplement, à force de conviction, ce que je dis souvent, c'est voilà, quand on a des intentions qui sont claires, les gens suivent des convictions claires. Et voilà. Et pourquoi ça a marché? Je dirais en fait, il y avait aussi cette volonté de se dire, c'est un dicton chinois qui dit le bon moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le nouveau bon moment, c'est aujourd'hui. Et donc voilà, on était juste mus par ce mouvement de c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse, et on n'a rien lâché. C'est comme ça qu'on a sorti Change Now. Alors, Elsa Grangier, avec Ashoka France, vous dirigez donc la partie France, hein, c'est une déjà pas mal. association mondiale Oui, absolument. qui présente depuis 40 ans dans 93 pays. Et pourtant, c'est pas très connu du grand public, on peut le dire. On peut le dire, et puis on l'assume pleinement. L'objectif, c'est pas d'être connu du grand public. L'objectif, c'est d'aller sélectionner des acteurs de changement, et que ce soit eux, surtout, qui soient connus du grand public. Donc, on est au service des acteurs de changement, des innovateurs sociaux, comme on le dit souvent, pour que eux puissent avoir un discours qui soit inspirant, et puis prouver par les actions qu'ils font que changer, c'est possible. C'est tous les jours, on change. En fait, on s'en rend même plus compte. Mais en fait, c'est un parcours qui est vraiment régulier, récurrent, et c'est important de pouvoir les mettre en avant, ces entrepreneurs sociaux. Alors, comment vous les choisissez chez Ashoka? Parce qu'en fait, vous les financez après les avoir castés, si on peut dire. C'est ça. Vous me demandez de révéler la recette de la potion magique de Panoramix, en fait. C'est un petit peu ça ce que vous me demandez. Bon, écoutez, je vais me prêter à l'exercice. Donc, c'est un processus qui peut prendre entre 6 mois et 2 ans pour identifier un entrepreneur social. Il y a 5 critères très spécifiques. Sont évidemment la fibre entrepreneuriale, l'idée nouvelle, la créativité, et 2 critères qui sont vraiment propres à Ashoka, puisque nous allons chercher des entrepreneurs sociaux qu'on estime systémiques, c'est-à-dire qui vont avoir un impact sur le système, changer une représentation, changer les mentalités, avoir une facilité, par exemple, de tri des déchets, que ça devienne une évidence, par exemple. Excusez-moi, je fais juste une parenthèse. Vous avez soutenu, par exemple, Mohamed Younous, qui a eu depuis le prix Nobel, qui a été le créateur du microcrédit. Absolument, de la Grameen Bank. Ouais. Voilà, donc en fait, des femmes qui n'avaient rien en Inde, ça a commencé comme ça, et puis il a eu l'idée de les financer, même pour quelques dizaines d'euros, et elles ont créé leur petit business, qu'on a créé d'autres, etc. Exactement. Comment il a été trouvé par Ashoka Parce qu'on a des gens sur le terrain qui sourcent régulièrement, qui vont chercher ces entrepreneurs innovants, et surtout ce que vous dites est très important, parce que ce qu'a fait Mohamed Younous et ce que font la plupart des entrepreneurs sociaux avec lesquels nous travaillons, c'est qu'ils vont en capaciter les populations qui sont victimes du problème qu'on combat, parce qu'ils sont une partie de la solution, et c'est ça qui fait une approche systémique un peu différente, puisque après on s'aperçoit qu'on est tous acteurs de changement à son niveau. Claire Pétro, Bonsoir. On a une petite pépite verte avec nous, donc vous êtes la créatrice des pépites vertes, et en même temps cofondatrice du groupe Sciences Po pour la transition. Alors, comment vous êtes très jeune, comment vous en êtes venu aussi à vous intéresser, à essayer d'apporter votre pierre à l'édifice pour changer le monde? Tout à fait. Et au-delà même du comment, je vais revenir à votre question du départ, c'était pourquoi. Et je pense qu'on s'engage parce qu'on sait, et on sait notamment l'urgence du défi, du dérèglement climatique. Je me permets juste de recontextualiser sur le sujet du dérèglement climatique, parce que parfois ça paraît être un peu des mots-clés, le CO2, les émissions à effet de serre, etc. Les émissions de gaz à effet de serre, pardon, etc. Mais du coup, il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, nos systèmes de consommation et de production génèrent des émissions de gaz à effet de serre qui ont beaucoup d'impact sur la manière dont aujourd'hui la nature, la température de l'air, de l'océan se comporte, et de fait, ça entraîne des dérèglements climatiques. Et cette urgence-là nécessite forcément, quand on le sait, et qu'on sait les impacts que ça va avoir, de vouloir passer à l'action. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis engagée depuis le départ. J'ai réalisé toutes les problématiques que ça enchaînait, que ce soit sur l'alimentation, sur le transport, etc. Et du coup, moi, je me suis dit, mais comment on fait pour que non seulement je sois consciente, mais que ce soit mon métier? Et c'est pour ça que j'ai enchaîné plein de stages dans le secteur de la transition écologique, dans le secteur des solutions, dont notamment un stage dans l'agriculture, un stage dans les déchets et un stage à Change Now, où je suis restée pendant 3 ans, coordonnée la communication. Et j'ai réalisé que ce sujet du métier était très intéressant pour les étudiants. Est-ce que des fois, vous êtes un petit peu peiné de voir que certains jeunes de votre génération
ne s'intéresse pas du tout à ce qui arrive. Parce que vous dites, l'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, c'est ce qu'on va en faire. Tout à fait. Et donc, est-ce que vous n'êtes pas étonné quand même que certains jeunes de vos générations ne s'intéressent pas à ce qui va advenir et passent leur temps sur des perches à selfie? Je suis peinée d'une certaine manière, mais compréhensive d'une autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes moyens d'engagement, on n'a pas tous le même accès à l'information. Et c'est super important de rappeler qu'aujourd'hui, l'info, elle n'est pas diffusée encore partout et que c'est un gros enjeu. Et c'est pour ça que j'ai créé un média digital, de rendre accessibles les infos et les solutions. C'est un média digital. Ouais, c'est un média digital sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et sur notre site internet qui montre des métiers concrets de la transition écologique. Et je pense que c'est important de jouer le rôle de faire savoir ce qui se fait, parce qu'on ne peut pas dire aux gens tu fais rien si les gens ne savent pas vraiment l'étendue du problème. Santiago Lefebvre, vous êtes donc le créateur de Change Now. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour changer? Dans quel domaine on peut vraiment agir? Est-ce qu'il est encore temps? Oui, j'imagine, si vous avez créé Change Now, mais vraiment les actions concrètes qu'on peut entreprendre déjà à son niveau et concrètement ce qui vous donne le plus d'espoir au niveau mondial. Alors très clairement déjà j'allais rebondir sur la première partie qui est oui il est encore temps d'agir pour plein de raisons. Déjà la première c'est que on va dire le monde dans lequel on va vivre même après qu'il va y avoir on sent déjà les premiers impacts du dérèglement climatique. C'est sûr qu'il va y en avoir encore et encore. Et par contre, il faut apprendre à vivre dans ce monde-là. Donc toute action aujourd'hui nous prépare dans tous les cas à vivre et à mieux vivre dans ce monde qui dans tous les cas va être déréglé à un moment. C'est inéluctable. Aujourd'hui déjà, il y a des conséquences, aujourd'hui même en fait. Donc on vit déjà dans un climat qui est déréglé et qui, d'après ce que nous disent les scientifiques, sera beaucoup plus déréglé par la suite. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'on est dans une trajectoire où on va avoir plus d'inondations, plus de grandes chaleurs, plus d'incendies. Ça, c'est un fait. Maintenant, il est encore temps d'agir face à ça. Il est encore temps d'agir pour réduire ces impacts. Il est temps d'agir pour savoir s'adapter, pour mieux vivre par rapport à tous ces problèmes dans lesquels on va évoluer. C'est pour ça que Change Now, il y a des sociétés qui viennent du monde entier pour, par secteur, proposer des solutions pour améliorer les choses pendant qu'il est temps. C'est ça. Chaque année, on va sourcer à peu près 1000 solutions à travers le monde qui vont d'aspects très concrets et très techniques. Par exemple, il y a beaucoup de monde aujourd'hui a un vélo électrique. Le vélo électrique a une batterie et c'est vrai qu'aujourd'hui la batterie est généralement elle n'est pas recyclable. Et ben nous on a présenté une start-up qui s'appelle Gwatch, une start-up française qui sait réparer et qui fait des batteries réparables et donc comme ça qui réduit très nettement le problème lié aux batteries. Et tout ce qui les compose aussi, tout ce qu'il faut comme élément pour fabriquer une batterie. C'est ça. Après il y a des batteries, on a aussi montré des premières piles qui sont biodégradables, c'est-à-dire qu'elles ne sont faites qu'avec de l'eau, du sucre et de l'enzyme végétale. Donc ça c'est vraiment pour des petites charges électriques, mais souvent dès qu'on a une carte de vœux qui fait de la musique, ça faut avoir conscience que là il y a quand même une mini pile et ça on la jette. Il y en a des milliards qui sont jetés comme ça chaque année. Et donc si ça c'est déjà biodégradable, c'est un gain. Voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est au-delà des solutions concrètes, il y a quelque chose qu'il faut changer fondamentalement, c'est aussi la vision, les récits, l'imaginaire collectif qu'on a. Parce qu'en fait, lorsqu'on vient à Change Now, on se rend compte à quel point le futur qu'on est en train de construire peut être passionnant. C'est vrai, c'est incroyable. L'écologie et on va dire la création d'un monde meilleur, parce que c'est plus que de l'écologie, c'est la création d'un monde meilleur, c'est quelque chose d'hyper passionnant. Ouais. Et c'est inspirant, c'est vrai que j'ai envie de vous demander si, entre le moment où vous avez commencé, vous disiez pendant la COP 21 et maintenant, donc la COP, c'est ça, COP 21, est-ce que vraiment vous avez, l'espoir naît de plus en plus, ou alors de temps en temps vous avez quand même vous avez envie de baisser les bras, vous avez un peu de découragement? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que lorsqu'on a parfois des rapports du GIEC qui nous montrent la réalité scientifique derrière, c'est vrai qu'on peut avoir ce moment de coup de blues, et en même temps on est tellement dans l'action, on voit qu'on est sur des mouvements de fond, c'est-à-dire que les personnes et la qualité des projets qui existaient il y a 4-5 ans et ceux qu'on voit aujourd'hui a complètement changé. Et
quantité, la qualité, on va dire, des personnes, je dis qualité par la grande diversité des acteurs qui sont engagés dans cette transition a également complètement changé. Donc ça, bien sûr, c'est porteur d'espoir. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Change Now, pourquoi est-il utile de transformer nos habitudes maintenant et tout de suite? On en parle dans quelques minutes. Restez avec nous. Vous avez un chat, Philippe? Avec Santiago Lefebvre. Oui, si vous avez un peu de miel d'ailleurs, je suis preneur. Avec Elsa Grangy et Claire Petro. À tout de suite. Change Now, pourquoi est-il utile de transformer nos habitudes maintenant et tout de suite? C'est notre thème ce soir, devenir plus utile avec DGF Audebert. Et nos invités donc pour en parler, Santiago Lefebvre, fondateur, CEO de Change Now, justement, le plus important événement de solutions pour la planète qui s'est tenu en mai à Paris. Elsa Grangy est avec nous, directrice générale d'Ashoka France. Ashoka France qui regroupe la plus importante communauté d'acteurs de changement au monde, présente depuis 40 ans dans 93 pays. Et Claire Petro, créatrice, présidente des Pépites Vertes, cofondatrice du groupe Sciences Po pour la transition. Alors Elsa Grangier, patronne d'Ashoka France, on l'a dit, il n'y a pas que le climat, parce qu'on a beaucoup parlé du climat, c'est vrai que c'est un élément important, parce que si jamais on est sous l'eau, on ne pourra pas faire grand-chose, mais il y a aussi une vraie transition sociale, éducative, journalistique même. Oui. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai parlé dans les bureaux de Sud Radio, de Change Now, et il y a très peu de gens à qui ça parlait, c'est le cas de le dire. C'est étonnant, non? Je rebondis sur ce que disait Santiago tout à l'heure, c'est-à-dire que l'importance des récits, elle est fondamentale pour entrevoir une nouvelle perspective de vie et rendre ce changement cool. En fait, c'est le nouveau cool, c'est le changement en réalité. Et c'est pas forcément que punitif aussi d'aller vers ces histoires-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'aller à la racine, c'est-à-dire dans le berceau éducatif, notamment dans les écoles de journalisme aussi, pour créer, pourquoi pas, un master de journalisme d'innovation sociale. On peut imaginer ce genre de choses pour faire en sorte que ces sujets-là soient adressés dès le départ. C'est comme le sujet de l'inclusion, du handicap, de la diversité, tous ces sujets-là, en fait, qui sont complètement escamotés, de moins en moins, heureusement, mais qui ont été très longtemps escamotés, comme le sujet de l'environnement, et doivent être traités par les jeunes aspirants journalistes aujourd'hui. Chez Ashoka, là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme pépite cette année? Pas pépite verte, mais il y en a sûrement. Il y en a sûrement, mais comme pépites qui vous ont incroyablement, en France, des exemples, des choses. Chaque année, Ashoka France élit entre 4 à 5 entrepreneurs sociaux qui appartiennent à la communauté d'Ashoka dans les années d'après. Et ceux de l'an dernier sont assez incroyables. Vous connaissez peut-être Moussa Camara, des Déterminés, qui facilite l'entrepreneuriat social dans les quartiers, donc qui forme comme ça avec un programme d'accompagnement très spécifique des jeunes des quartiers. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui a même rendu hommage en allant directement lors de sa première visite de président à Cergy sur invitation de Moussa Camara. Mais je peux aussi vous parler de Boris Tavernier, de l'association VRAC, qui lui fait en sorte qu'il n'y ait pas la triple peine dans les quartiers populaires et pour donner un accès à une alimentation durable et saine en fait pour ces populations-là, histoire de ne pas cumuler la dégradation dans un écosystème qui ne fonctionne pas, le diabète et la malbouffe en règle générale. Donc il crée des AMAP en fait dans les quartiers pour rendre les gens acteurs de leur propre alimentation en se disant que l'alimentation saine, c'est pas que l'apanage des gens aisés. Je peux aussi vous parler de Franck Billot du réseau Eco-Habitat qui lutte contre la précarité énergétique des publics précaires, extrêmement précaires, donc qui fait un tampon en fait entre ce que l'État finance des rénovations énergétiques et ces publics-là. Donc c'est lui qui amorce la pompe et qui fait les travaux. Et on s'aperçoit que quand vous avez un habitat qui est complètement rénové, forcément ça rejaillit sur vous. C'est-à-dire vivre dans un environnement qui est sain, déjà vous êtes moins malade, vous invitez des gens chez vous, vous recréez le lien social, vous retrouvez le chemin de l'emploi et même parfois, c'est ce qui s'est passé avec les citoyens que Franck a accompagnés, vous devenez conseiller municipal de votre ville. Donc vous retrouvez aussi le chemin de la citoyenneté. Super. Claire Petro, vous êtes assez jeune, on l'a dit, vous avez créé les Pépites Vertes. Est-ce que vous ne pensez pas que vos aînés s'y sont pris un peu trop tard ? Les boomers, comme on les appelle. Attention à ce que tu vas dire, Claire. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, on part un peu tard sur... maintenant, c'est une course de vitesse, mais on n'est pas sûr de la gagner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'on parte tard, c'est certain. Il y a des chiffres qui tournent en ce moment qui disent on n'a plus que 10 ans, on n'a plus que 3 ans. En vrai, on a juste 50 ans de retard. Donc ça, c'est un fait. De là à responsabiliser les personnes qui aujourd'hui ont le pouvoir de décision et le faire de manière un peu incisive, je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Au contraire, ce qu'on présente avec les Pépites Vertes, juste pour renommer ce que c'est qu'une pépite, c'est un jeune actif, un jeune salarié qui travaille pour la transition écologique et qui donc a envie qu'on l'aide à
mieux communiquer avec ses managers, avec ses boss pour être partie prenante de la transformation des entreprises. Juste une parenthèse, Elsa Grangier, vous me disiez qu'il y avait 2,5 millions d'emplois dans l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB de la France. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Pas de souci. Donc ouais, ce sont des jeunes qui, peut-être pour donner quelques exemples, vous citiez le sommet à Marseille où vous étiez, c'est par exemple Alexandre, exactement, Alexandre Pastor qui bosse pour un centre social et qui au sein de son centre social permet de sensibiliser les gens du centre aux enjeux de développement durable. Ça peut aussi être par exemple Dimitri qui travaille à la lessive de Paris, on a été faire l'interview il n'y a pas très longtemps, et qui bosse dans une lessive qui est complètement zéro déchet, locale, vrac. Et tous ces jeunes-là ne pourraient pas faire ce qu'ils font sans leur manager. Donc moi, je suis pas trop les jeunes contre les vieux. Je pense que c'est un combat un peu perdu d'avance. Oui, et plutôt, qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant que vous avez le pouvoir et que nous, on est là avec plein d'énergie et plein de volonté. Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre ensemble autour de la table et trouver des solutions et aller effectivement au plus vite. C'est ce que j'ai dit en ouverture. C'est l'union fait la force. Santiago Lefebvre, patron de Change Now. Est-ce qu'on n'est pas parti trop tard ? On est parti tard parce que en soi, on a le poids aussi historique de beaucoup de constructions du système. C'est-à-dire que la manière dont on a créé les théories économiques, la manière dont on a créé les institutions, les grandes institutions. Par exemple, voilà, il y a des grandes aspects de gouvernance internationale qui ont été créés tout simplement à un moment en dépit du bon sens. Oui, ou un moment après-guerre où les enjeux n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc on a construit des systèmes qui aujourd'hui ont une vraie lenteur à bouger. Qui devaient être démontés pour certains. Voilà, il y a des choses qu'il faudra adapter, en effet, des aspects de gouvernance mondiale qu'il faudra à un moment revoir au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça, c'est une évidence, parce qu'en fait, ça a été toujours le cas dès qu'il y a eu, par exemple, une grande découverte qui a changé un peu la vision du monde. On a dû mettre des nouvelles règles, et bien là, on en est à ce moment-là. Si je peux, il y avait aussi une question qui était que voilà, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? En fait, il y a aussi j'ai envie de rebondir sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'en fait, comme il est tard, il faut aussi agir. Oui. En fait, on peut agir à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'on peut agir déjà dans notre vie de tous les jours, à travers nos choix de consommation, le tri, le fait aussi de s'engager dans la vie associative. Il y a plein de choses comme ça que l'on peut faire d'un point de vue citoyen. Oui, mais aujourd'hui, les choses qui auront le plus d'impact qu'on peut faire tout de suite, ce serait quoi ? Eh bien, aujourd'hui, finalement, c'est aussi de rallier sa carrière, ses choix d'études, de carrière à cette transition écologique et sociale. C'est ça, en fait, qui va être aujourd'hui un vrai effet, on va dire, majeur et amplificateur de cette transition. Il y en a beaucoup qui parlent de la... Et il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui, justement, on parlait de 2,5 millions, il y a beaucoup de recrutements qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas si mal payés, ils ne sont pas moins payés que ce qui se trouve sur le marché, donc il y a des vraies opportunités de carrière et d'emploi dans le secteur. On est de plus en plus nombreux sur Terre, ça ne nous a pas échappé. On ne peut pas dire que ça facilite les choses, Elsa Grangier, vous qui agissez sur tous les continents. Ouais, mais moi j'ai du mal à prendre les choses dans ce sens-là, parce que je me dis, c'est autant de bonnes âmes qui peuvent aussi se mettre au travail, quoi. Donc je suis plutôt dans cette logique-là. Et puis pour revenir sur la question, est-ce qu'on n'est pas parti trop tard plutôt ? Vous voyez, comme quoi mon cerveau est déjà formaté à dire que tout va bien, presque. Je pense que le principal, c'est de partir, surtout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, moi je le sens très bien. Je vais vous raconter une anecdote. Le lièvre et la tortue. Non, alors j'aurais pu celle-ci, mais non. Plutôt le lion et le moucheron. Vous savez, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, parce que d'où l'intérêt aussi de faire des petits pas aussi, c'est important. Mais non, on a fait chez Ashoka avec mon équipe la fresque du climat. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle ce serious game, c'est-à-dire cette fresque qui se déploie pour bien comprendre à quel endroit ça se situe dans ce système qu'est la planète, tous les dysfonctionnements qui amènent en fait au réchauffement climatique. Et c'est marrant parce qu'il y a deux attitudes en fait quand on fait cette fresque climat. Soit vous êtes complètement déprimé en vous disant mais c'est pas possible, par quel bout je vais attaquer le truc parce que c'est tellement massif que ça fonctionne pas. Soit au contraire, une fois que vous avez une cartographie très claire de la façon dont les choses se passent, pour vous les choses deviennent beaucoup plus lisibles et vous êtes lucide et vous savez à quel endroit vous pouvez agir spécifiquement. Donc je pense que tout le monde devrait, dans toutes les entreprises, et d'ailleurs ça se passe de plus en plus, il y a de plus en plus de fresques climat qui sont organisées dans les entreprises. Le Covid a été un super révélateur aussi de la prise de conscience du rôle des entreprises aussi dans cette transition, qu'elle soit sociale ou environnementale.
environnementale. Donc moi, je suis plutôt désespérément optimiste, en fait. Alors, justement, 2 mots à chacun sur 2 questions, les 2 dernières, si on a très peu de temps. Qu'est-ce que vous répondez aux collapsologues, ceux qui voient l'effondrement pour demain ? Je leur dis que c'est pas l'effondrement, c'est-à-dire c'est une nouvelle société, un nouveau monde qui est en train d'arriver. Quand je vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, le Conseil national de la résistance a réussi à se fédérer avec des obédiences complètement différentes pour créer ce programme et qui a donné naissance à la sécurité sociale. Donc c'est aussi des formidables moments de réinvention aussi de nos systèmes. D'accord, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Claire Pétrou ? Moi, je pense que le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire société, pour faire des équipes, pour faire solidaire. Et la collapsologie, en ça, me répond pas du tout à mon envie de faire société. Santiago Lefebvre, la collapsologie, l'effondrement pour demain ? En soi, pour moi, c'est toujours une histoire de dialogue, de rassemblement, de confronter finalement les différentes visions de ce qu'on peut faire pour voir justement comment est-ce qu'on agit tous ensemble. Alors pour finir, votre mot d'espoir, il nous reste 1 minute, votre mot d'espoir ? Mot d'espoir, pour moi, tout simplement, c'est passer à l'action. C'est en fait, une fois qu'on y passe à l'action, justement, on perd cette peur qu'on a de l'avenir. Donc, passer à l'action. Comment on peut convaincre ceux qui sont en déni, là, qui nous écoutent, ceux qui disent oui, bon. Il faut s'informer, je pense que ça reste très Claire important. Pétrou, oui. Ouais, et on revient sur le sujet de Fresques du climat ou quel que soit le documentaire, de comprendre les enjeux qui arrivent. Ça aide à comprendre aussi bien sur le sujet climat que le sujet humain, qu'il y a vraiment un changement à faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions. Venez, Elsa Granger. venez nous voir, venez faire des stages chez nous, venez devenir bénévole pour les associations que nous défendons. C'est le meilleur apprentissage et c'est le meilleur passage à l'action. Merci. Merci à vous Elsa Granger, directrice générale d'Ashoka France, et Santiago Lefebvre, fondateur CEO de Change Now, et puis Claire Pétrou, créatrice, présidente des Pépites Vertes, cofondatrice du groupe Sciences Po pour la transition. Je vous rappelle le livre de DJF Hautebert, Quotient d'utilité. Voilà, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Et dans quelques minutes, restez avec nous, Imouvrini.